J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Marlène Desbois pour ce 8e numéro de Ping. Première femme invitée à mon micro, qui après avoir été pendant 12 ans DSI à Chambéry et depuis 4 ans à la tête du système d'information de la métropole de Grenoble, de la ville de Grenoble et du CCAS de Grenoble. Bonjour Marlène, comment vas-tu ? Bonjour, très bien, merci. Merci de nous avoir fait le plaisir de venir ici. Et pour démarrer, écoute, je te propose d'avoir une double carte d'identité, à la fois celle de la métropole de Grenoble et de Grenoble dont tu t'occupes, et la tienne. Ok. Eh bien, donc, je vais commencer par moi, ce sera plus court. Marlène Desbois, j'ai 50 ans et je suis effectivement DSI depuis un peu plus d'une quinzaine d'années, après avoir démarré comme géomaticienne, géomatique qui m'a amenée aux bases de données, puis au projet, puis au SI en général. Géomatique, Euh, donc relié au système d'information géographique, hein, c'est ça. c'est Ok, ça, très ouais. bien, très bien. Et donc, je travaille pour la métropole de Grenoble. Donc, c'est une collectivité locale, une collectivité territoriale qui a de nombreuses compétences et les plus connues sont l'organisation des transports en commun, le ramassage des déchets, la gestion de l'eau et de l'assainissement, mais également le développement économique. Voilà, tout un tas de compétences qui permettent qui sont tournés vers les usagers. Notre DSI est une DSI mutualisée, donc on travaille également pour la ville de Grenoble. Donc là, on peut parler de la gestion de l'éducation, les écoles. On peut parler des espaces verts, on peut parler de l'urbanisme, voilà. Et enfin, on travaille également pour le CCAS de Grenoble, qui lui est en charge de l'action sociale sur le territoire de la ville de Grenoble. Ok, rappelle-nous, Grenoble est une ville qui, je crois, la couleur de la mairie, c'est les verts, Oui, c'est c'est ça. ça, et Ouais. le nombre d'habitants, à la fois de la métropole et de Grenoble, approximatif. C'est 450 000 à peu près la métropole et la ville, j'ai pas en tête. Je l'ai pas Ah, du tout en tête. ok, Je ne vais pas te répondre. je remettrai dans les commentaires. Euh, J'avais quelque chose autour de 200 000 en tête, mais je peux. je pense que c'est moins que ça. C'est moins que ça? D'accord, très bien. Ouais. Bon. Quand là, tu nous as donné pas mal de champs différents, donc d'activités opérationnelles différentes. Aujourd'hui, tu as une équipe de combien de personnes pour gérer tout ça? Et selon toi, quelle serait l'équipe, enfin voilà, la structure de l'équipe idéale pour gérer tous ces champs fonctionnels? On est 60 à peu près, plus une dizaine de personnes qui s'occupent de l'info, enfin de l'assistance informatique qui est externalisée. D'accord? Une soixantaine. Effectivement, une des caractéristiques des collectivités territoriales, c'est la pluralité des champs de compétences et du coup des applications nécessaires et des besoins qui sont très différents. On a une D'accord? organisation qui est aujourd'hui classique avec un service infrastructure, un service études applications et un autre tourné sur la relation utilisateur, gestion du poste de travail, etc. Euh, pour moi, ce que j'ai mis en place en arrivant, c'était des postes, je souhaitais transversaux, un urbaniste, un architecte, un responsable qualité méthode, des gens chargés de l'accompagnement aux usages, des postes qui sont justement là pour faire le lien entre les trois grosses équipes. Après, l'équipe idéale, je trouve que l'organisation idéale, c'est une organisation qu'on réinterroge régulièrement et c'est ce que nous, on est en train de faire en ce moment pour répondre aux nouveaux enjeux de nos collectivités et puis se réinterroger, à la fois faciliter nos relations en interne et puis mieux répondre à des enjeux émergents qui n'étaient pas très présents il y a 4 ans et demi quand je suis arrivée. Ok, veux-tu nous en citer quelques-uns? Quels sont ces enjeux émergents? La data, par exemple, on en D'accord? parlait, mais sans que ce soit, voilà, on parlait beaucoup d'open data. Aujourd'hui, on parle de management de la donnée. Euh, des enjeux tels que la dématérialisation. Alors, je ne vais pas dire qu'on ne faisait pas de dématérialisation, mais maintenant on fait de la dématérialisation dans tout. Tout le monde veut faire de la dématérialisation et du coup il y a des champs qui sont communs, surtout quel que soit le métier.
Il y a des socles communs à définir, donc on a souvent l'habitude de travailler en silo. On a ceux qui travaillent pour les RH, ceux qui travaillent pour les finances, ceux qui travaillent pour la gestion patrimoniale. Et en fait, il faut qu'on mette un peu de matriciel dans tout ça euh, pour, euh, ben, pour aborder des enjeux plus effectivement transversaux et qui concernent tout le monde. Ok. Et du coup, j'imagine que le Covid a changé des choses là-dedans. Comment ça a influencé ta roadmap? Comment ça influence ton plan là pour 2021 des grands chantiers que tu mènes? Ouais. Le Covid, ce qu'il a mis sur le dessus de la pile bien comme il faut, c'était le télétravail, puisque avant, début mars, on avait une centaine de personnes en télétravail et au 17 mars, on avait 2000 personnes, plus de 2000 personnes qui attendaient pour télétravailler. Donc, ça a été un grand chamboulement. La mairie, c'est 2000 personnes, c'est 2000 Non, collaborateurs. c'est plus que ça. On a 5000 utilisateurs à peu près en tout sur les 3 collectivités. Après, tout le monde ne télétravaillait pas D'accord, parce que tout le monde n'avait pas les moyens de télétravailler. d'accord, Soit les moyens informatiques, soit des missions non télétravaillables. Donc, voilà. Mais on a quand même 5000 utilisateurs sur notre système d'information. d'accord. Ok. Et du coup, ce que ça a changé, c'est là aujourd'hui, est-ce que voilà, dans cette seconde vague, est-ce que vous étiez prêt? Est-ce que vous aviez réussi à transformer Alors oui, on avait développé des solutions d'accès à distance plus souples et plus simples d'accès que ce qu'on avait avant la première vague. On avait distribué pas mal de portables pour des agents qui auparavant, auparavant, ceux qui avaient des portables, c'était des gens, des chefs de projet, des chargés de mission, des gens qui sont tout le temps en réunion. hmm, Et là, il fallait donner des portables à ceux qui étaient dans le plan de continuité d'activité de la collectivité, donc ceux qui gèrent des factures, qui font la paye, qui sont des agents plutôt administratifs, à qui jusqu'à présent on disait non, on ne vous donne pas de portable parce que vos missions ne le nécessitent pas. Et du coup, on s'est retrouvé effectivement à devoir équiper des gens qu'on n'aurait pas équipés de façon prioritaire jusque-là. Ok, donc un changement d'équipement pour une portion du personnel et de tes utilisateurs qui sont passés sur des machines portables. Euh, Ça va rester ça? Enfin, qu'est-ce qui est, Mais en fait, c'est comment un gros t'envisages coup la suite? d'accélérateur, ouais, pour le télétravail. La collectivité, en plus, alors la ville avait déjà mis en place un peu de télétravail, mais la métropole pas encore. Donc le vrai télétravail, puisque là on insiste pour dire qu'on est en travail à distance, on n'est pas en télétravail, hein, c'est du télétravail obligé. Et le télétravail qui se mettra en place l'année prochaine, au lieu de démarrer par une centaine de télétravailleurs, tout de suite, on va pouvoir monter à plusieurs centaines de personnes qui vont pouvoir télétravailler. Donc, on a accéléré, je pense, les conditions matérielles. Les gens, ils sont un peu formés sur le tas. Donc, on va aussi ça va être, le vrai télétravail va être l'occasion de les former un peu mieux parce que je pense que chacun galère chez soi derrière Google Meet, Starleaf, enfin tous les outils qu'il a fallu. Starleaf, c'est notre solution de visio. D'accord. Tous les outils qu'il a fallu, euh, dont il a fallu apprendre l'usage tout seul chez soi, ce qui n'était pas forcément évident. Ok, ok, Ce qu'on très a eu bien. aussi à faire, c'est pas mal de développement dans l'urgence euh, des- pour des prises de rendez-vous dans les déchetteries, par exemple, ou pour la distribution de masques aux habitants. euh, une plateforme pour que les entreprises puissent demander des aides à la métropole, des choses comme ça. Donc là, ce qu'on met d'habitude plusieurs semaines, plusieurs mois à développer, ben, vu qu'on avait arrêté beaucoup de choses pour mettre tout ça sur le dessus de la pile, ben, on a travaillé en mode agile et on est allé à fond sur quelques sujets, ce qui a permis d'avancer vite sur cela. Ok, une grande réussite que tu as envie de nous partager? Ouais, Sur sur les cette nouveaux période, applicatifs que vous avez réussi à produire, sur les résultats que vous avez obtenus, par exemple. je pense qu'on a été plutôt au rendez-vous sur cette gestion de crise à la fois pour nos usagers internes, que sont les utilisateurs, les agents de nos collectivités, mais également effectivement
cette plateforme d'aide aux entreprises a été développée en un temps record, demande d'aide, et aujourd'hui, elle est pleinement, enfin voilà, elle a vraiment bien fonctionné, quoi. Ok, top. Revenons à des problématiques plus larges, peut-être sur les systèmes d'information. C'est la question que j'ai envie de te poser, c'est quoi pour toi la solution informatique, le incontournable qu'une organisation publique, qu'une mairie en fait doit avoir? Moi, je crois pas aux solutions miracles, incontournables. Je vais un peu voter en touche. À part faire la paye et payer les factures, faire de la finance, a priori, le reste, on pourrait se passer de tout. En fait, moi, je suis persuadée qu'on a beau avoir la plus belle application du monde, si on ne sait pas ce qu'on veut en faire, si on n'est pas prêt à se poser la question de comment on travaille, on aura beau poser une application par-dessus, on va se tromper. Et justement, je lutte contre cette croyance que la technologie va arranger des choses qui ne fonctionnent pas. Non, une application mise sur quelque chose qui ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas mieux. Donc voilà, moi, j'ai pas d'application incontournable. Après, ben, parler de la messagerie, mais j'aimerais plutôt trouver la solution qui va décharger ma messagerie plutôt que de Ok, promouvoir la bon, messagerie. très bien. Donc l'adage que tu nous dis, que tu nous donnes, c'est attention. Pas de mirage, il n'y a pas de solution. Enfin, quand ça fonctionne pas, c'est pas un outil supplémentaire qui va faire fonctionner. C'est Les ça. problèmes sont souvent enracinés plus loin. Néanmoins, est-ce que tu as été peut-être dans ta carrière, tu as noté en fait une grande révolution dont tu as envie que l'on parle aujourd'hui? Une grande révolution informatique, hein, toujours, ça peut être, Ouais. je sais pas, le SaaS, la virtualisation, les firewalls, le Wi-Fi, enfin, qu'est-ce Bah, qu'il tout ça, c'est effectivement des petites révolutions qui, mises bout à bout, font beaucoup de choses. Pour moi, la révolution, elle est arrivée plutôt dans la sphère privée. C'est le développement du numérique dans la sphère privée. Moi, quand j'ai démarré, en 94, ce que j'avais comme ordinateur au boulot, c'était le top par rapport à ce que j'avais à la maison. Même, Ouais. j'en avais pas. Aujourd'hui, tout le monde a dans la poche un truc qui est bien plus puissant que ce que l'entreprise ou la collectivité va pouvoir lui fournir comme outil de travail souvent. Et ça, pour nous, les DSI, avec l'arrivée des jeunes générations, c'est quand même une révolution parce que bah, finalement, on se retrouve parfois à être un peu has-been avec nos questions de sécurité, de postes de travail tous les mêmes, d'acheter la puissance juste nécessaire et pas la machine qui permet de faire du jeu en ligne, etc. Et ça s'est vraiment inversé dans notre carrière. Enfin, voilà, je pense que la vision des agents, des utilisateurs qui auparavant trouvaient au boulot un truc top, là, ils se disent, ouais, ben, moi, mon PC à la maison, il est mieux, quoi. Ok, donc c'est l'inversion en fait de l'expérience en Ouais. tant que particulier par rapport à l'expérience qu'on a en tant que professionnel. Donc on a selon toi une expérience en tant que particulier qui est même supérieure parfois à ce que l'entreprise ou l'organisation peut nous mettre à disposition dans notre environnement professionnel. Hyper intéressant, c'est super, super de t'entendre sur ça. Autre point, autre grand enjeu, on dit que la donnée est le fuel du 21e siècle. Est-ce que tu as des exemples de projets? Alors, j'ai bien entendu hein, qu'au début de cette interview, tu nous disais que c'était un de tes enjeux émergents. Pour Ouais. autant, bah, du coup, est-ce qu'il y a un de tes projets que tu as déjà réussi sur ça qui te fait dire qu'il faut aller plus loin? Ou est-ce que voilà, tu veux nous partager un de tes grands champs de réflexion du moment et potentiellement lancer un appel où quelqu'un pourrait rentrer en contact avec toi et te dire, tiens, je peux avoir une conversation qui aura du sens pour toi sur ce sujet? Moi, je suis arrivée en 2016, mais dès 2014, la métropole a travaillé et la ville ont travaillé sur l'open data. Enfin, on a développé une démarche d'open data. Donc, on a un site open data, on a mis en place mis en ligne des jeux de données. Pour moi, la réussite de ce projet-là, c'est à la fois le fait de ne pas s'être contenté de mettre en ligne des jeux de données, mais avoir un peu d'animation sur le territoire avec des organisations d'événements autour des données.
d'avoir travaillé sur ce qu'on a appelé une wanted data list, une réflexion sur quelles étaient les données attendues, les premières données à ouvrir. Et puis, c'est une démarche partenariale. On a démarré à 3 avec la ville, la métropole et puis ce qui s'appelait le syndicat qui organise les transports en commun. Mm. Aujourd'hui, c'est une démarche qui s'ouvre de plus en plus avec les autres communes de l'agglomération, avec d'autres partenaires, l'agence d'urbanisme, etc. Et du coup, c'est cette démarche partenariale que je trouve intéressante. Et ce qu'on souhaite développer, c'est également l'open data en interne, parce qu'en fait, on se rend compte que chaque service développe ses propres bases de données, réinvente des choses qui peuvent être déjà existantes dans le bureau d'à côté. Et ce qu'on souhaite faire, c'est justement donner une visibilité aux données des services pour qu'elles soient mieux partagées entre tous. Ok, donc open data comme réussite déjà existante dans l'organisation et catalogue de données finalement comme potentiel à exploiter dans les prochains mois ou prochaines années. C'est ça. Super. Est-ce que tu sais nous parler budget? Quel budget est alloué à ton service, que ce soit en pourcentage? Est-ce que tu sais nous parler un peu de sa distribution? Est-ce que ça a un sens dans ta situation? Ouais. J'ai pas de pourcentage par rapport à, on n'a pas de, voilà, par rapport au budget de nos collectivités. On a un peu plus de 5 millions d'euros en investissement, D'accord. dont 2 qui sont pour le maintien en condition opérationnelle, donc que ce soit renouvellement des infrastructures, renouvellement des postes de travail, des changements applicatifs mineurs, etc. Et du coup, 3 millions à peu près pour la réalisation de nouveaux projets. Alors, nouveaux projets ou grosse refonte de projets. On a encore des domaines sur lesquels on n'est pas, les services sont très peu équipés, services métiers, et puis d'autres où on est plutôt dans des évolutions régulières. Et puis en fonctionnement, on a un petit peu à peu près pareil, mais un peu plus, 6 millions d'euros. À peu près 2 millions de contrats de maintenance sur ce montant-là, autant de prestations, et puis dedans, il y a aussi les coûts de téléphonie, etc. Ok, donc en tout 11 millions, 5 millions sur des sujets nouveaux projets et maintien en condition opérationnelle, et 6 millions sur fonctionnement et maintenance. Donc j'imagine que dedans, tu as les coûts de personnel en fait là qui ont été. Non, C'est non, hors coût de non, personnel, non, d'accord. ouais, Tout c'est ça, hors c'est coût personnel. hors coût de personnel. Ok, c'est coût projet, externalisation, C'est ça. licence, maintenance, enfin achat de prestations intellectuelles. Ok, très bien. Hyper clair. Merci pour ta transparence sur ça, c'est top. Euh, Plutôt SaaS ou on-premise? Plutôt on-premise et un peu de SaaS, plutôt tendance hybride, on va dire. D'accord. Et on s'est posé la question de quand est-ce qu'on le faisait. Donc, on a quelques critères sur la sensibilité des données, l'intégration des données au reste du SI, les besoins d'interfaçage, mais également la disponibilité attendue des applications. Voilà, on a une équipe avec une astreinte le week-end, mais une application qui doit être disponible dans des horaires un peu très décalés par rapport aux nôtres, etc., sera plus candidate à être externalisée qu'une autre. Ok. Mais quand même beaucoup de on-premise. Et donc vous avez quelques projets cloud et l'essentiel en on-premise. C'est ça. Ouais. Tu sais nous donner un ordre de grandeur? En pourcentage? Je sais pas, en Non, termes de nombre de projets, en termes de, je sais non. pas, de. Là, par Enfin, là, exemple, on gère des données de santé. Oui, Donc, par exemple, ces données-là, on n'est pas hébergeur HDS, donc on les fait héberger par des hébergeurs habilités à le faire. d'accord, très bien. Donc là, au contraire, sur des données extrêmement sensibles, C'est ça. du coup, tu vas On a laisser mis, faire des gens qui ont développé une expertise particulière. C'est extrêmement intéressant. Ouais. c'est ça. Super. Ok. Tu es la première femme directrice des systèmes d'information que j'interviewe. Mhm. Comment expliques-tu le peu de femmes à ce poste?
comment je l'explique? Je pense que ça vient de tout jeune. On s'auto-censure Ouais. dans les études, peut-être. Je pense qu'il y a beaucoup de filles font des études scientifiques, en tout cas jusqu'au bac, et puis qui après vont peut-être aller vers d'autres champs. Après, moi, dans l'équipe, on a un tiers de filles quand même. Donc, je pense que c'est peut-être, et on n'est pas tout, voilà, je suis pas dans les plus jeunes, hein, mais euh, c'est pas, voilà, je pense que ça peut être en train de bouger. Euh, Après, pour être DSI, enfin, moi, j'y suis arrivée parce que j'aime le management. Je dis pas du tout que c'est un truc de fille ou un truc de garçon. Voilà, je, je pense qu'en collectivité, on arrive quand même à progresser, à aller sur ce type de poste. Il y a quand même pas mal de DSI filles. Mais quand on a des équipes où il n'y a que des hommes, c'est peut-être plus difficile de, de progresser. Voilà, enfin, d'avoir envie de ce type de poste. Ok. Et est-ce que tu as enfin, est-ce que tu avais des rôles modèles ou est-ce que tu vois, tu as des conseils, enfin, peut-être ouais, des gens qui t'ont inspiré, qui pourraient inspirer pour le coup d'autres femmes qui sont qui auraient envie de progresser en fait dans la hiérarchie, dans des directions qui sont très techniques et traditionnellement masculines. Alors des modèles, je sais pas. Je peux parler de Pascal Avargues, qui était DSI à la Bordeaux Métropole, qui est maintenant DGA numérique. Enfin, je pense qu'elle a supporté le numérique à un niveau assez important et reconnu dans sa collectivité. Je la connais pas personnellement, je l'ai croisée une ou deux fois, mais voilà, elle fait partie des figures un peu dans les DSI de collectivité. Ah super, super. Bon, Pascal Avargas, tu as notre invitation du coup si tu veux, si tu écoutes ce podcast pour venir nous en dire plus également sur ton métier à Bordeaux et maintenant DGA. Donc elle est DGA à Bordeaux toujours. À Bordeaux Métropole, ouais. D'accord, Bordeaux Métropole. Super. C'est le moment des toutes dernières questions. Mhm. Euh, Est-ce que quelle place as-tu en fait dans le dispositif de décision dans ton organisation? Aujourd'hui, est-ce que vous avez un comité de direction ou quelque chose qui est de similaire et comment les décisions se prennent à cette table? Je suis partie du comité de direction, donc c'est une vingtaine, trentaine de directeurs dans ce comité. Après, je fais pas partie, le DSI ne fait pas partie de ce qu'on appelle la direction générale, le comité de direction générale, où là, c'est uniquement les directeurs généraux adjoints. Et les décisions, on a un comité de pilotage des systèmes d'information avec les directeurs généraux des trois structures pour lesquelles on travaille, un élu de chaque structure également et les DGA ressources de ces structures. Donc, c'est là qu'on arbitre s'il y a à arbitrer et c'est là qu'on discute du plan de charge de la DSI, des évolutions des années suivantes, etc., des projets à mettre sur le dessus de la pile. Ok, ok. Est-ce que tu as une autre entreprise ou une autre organisation dont t'aimerais, dont le travail sur les systèmes d'information t'inspire et où tu penses qu'on devrait en parler, tout simplement? Euh, j'ai pas forcément d'idée. Vous voulez un DSI à interviewer? Ou Je un pense que projet pas. dont discuter. Ouais. Euh, Tu m'as Peut-être donné le. Pascal hein, à Ouais, Vargas ouais, ouais. déjà, mais Bon, après, elle est peut-être plus DSI. Enfin, voilà, elle est dans le cadre de tout ça. Euh, en local, il y a le département de l'Isère. Donc, le DSI est Vincent Arnaud. Et puis, il y a des petites collectivités. Moi, à la métropole, on anime un petit groupe qu'on appelle les DSI de l'agglo. Enfin, voilà, donc c'est les DSI des communes. Donc, il y a la commune de Vif, qui est une petite commune de Nichinchol, et je pense
quelqu'un aussi qui peut être interviewé. Super, voilà, bah, tu m'as donné 3 noms, Vincent, Denis et Pascal. On va prendre contact après cette interview. Un dernier mot pour nos auditeurs, Marlène? Euh, On espère une année 2021 meilleure que l'année 2020, même si pour les systèmes d'information, l'année 2020 nous a donné l'occasion de démontrer à la fois l'importance des systèmes d'information et puis qu'on pouvait être là en support et en facilitateur euh, pour, pour nos structures, nos collectivités. Et nous a permis de franchir 10 années, C'est ça. de faire 10 années en une. Vous voyez tous les gens qui font de près ou de loin, qui sont dans les systèmes numériques, qui ont d'énormes cernes sous les yeux, C'est ça, dû à j'allais l'année dire, on ne ferait 2020. pas ça tout pendant 3 ans de suite. On reste évidemment des privilégiés face à cette crise parce que notre activité reste debout, mais c'est sûr que ça a été une année 2020 tumultueuse. Merci Marlène, c'était le mot de la fin. Merci à toi. Merci à tous pour votre écoute. Merci d'avoir répondu à l'invitation et à très bientôt. Au revoir.